Depuis 2010, les familles de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana attendaient que justice soit faite. L'affaire qui, il y a quelques mois encore, ne semblait pas sûre de connaître un rebondissement, a pris une toute autre tournure. Longtemps suspecté d'être l'instigateur de ces crimes, le général John Numbi est clairement dans le collimateur de la justice congolaise. Aujourd'hui, cette dernière a annoncé l'ouverture d'une enquête contre l'ancien patron de la police, soupçonné d'être le commanditaire de ce double assassinat. Qu'est-ce qui a accéléré l'enquête dans cette affaire? RD Congo, assassinat de Chebeya et Bazana, le général John Numbi, commanditaire, c'est la question principale de cette émission qui sera donc consacrée à l'actualité judiciaire en RD Congo. Voilà, à nouveau bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous, Justin Mpati, bonjour. Bonjour Johannes et bonjour chers téléspectateurs du CKTV. Voilà, vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Emel Guérin, bonjour. Bonjour monsieur Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Ma première question pour vous, Emel Guérin. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, on va dire, ce rebondissement ou ces éléments nouveaux apportés au procès, donc, ou à cette affaire qui concerne l'assassinat des deux militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Bazana? Mais comme on le dit souvent, un crime n'est jamais parfait. Mais voilà un assassinat, un double assassinat crapuleux des défenseurs des droits humains, Floribert et Bazana, le 2 juin 2010. Donc, plus de 10 ans après, il y a un rebondissement parce que la justice n'avait pas été dite. On a assisté à une parodie de justice, une justice, un procès de façon caricaturale où la vérité n'avait pas été dite. Et donc, maintenant que la République démocratique du Congo a changé de main, a changé de pouvoir, avec l'arrivée de Etienne Tshisekedi, beaucoup d'espoir avait été nourri. Et je crois que la justice pourra être dite parce qu'il y a eu beaucoup de révélations. Il faut rappeler que cette affaire a connu 2 procédures judiciaires. Et donc, qui a abouti à 8 condamnations, je crois, et 4 condamnations à mort, dont 3 par contumace. Ça veut dire qu'il y avait 3 qui étaient en fuite. Il y a une condamnation à perpétuité et un acquittement. Donc, non, 4 acquittements, donc 8 au total, donc 5 policiers. C'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le crime n'est pas parfait. Et ceux qui ont fui ont estimé que c'est le moment de dire la vérité, surtout celui qui s'était exilé au Sénégal, Paul et Mavouila, je crois, qui a fait des déclarations accablantes, très graves, parce que lui, il a été condamné à mort. Il estime qu'il est innocent de l'affaire et qu'il avait exprimé le dit depuis 2018, rentrer au pays pour se présenter à la justice ou que le procès ait lieu à Dakar pour l'universalité de la justice sénégalaise. Bon, depuis des années, il traînait tous les vendredis, les derniers vendredis de chaque mois, il devait se présenter à la justice sénégalaise, mais à chaque fois, on ne faisait que reporter la situation. Ce qui prouve que ce procès est véritablement politique. Nous voulons le constater que le principal commanditaire de cette affaire est le général sulfureux, John Numbi vient de prendre la fuite et il devait se présenter le 17 mars dernier devant le tribunal militaire. Ce qu'il n'a pas fait, il a reçu 2 convocations. Son avocat a même argué, narguant même la justice, qui n'a jamais prouvé qu'il a reçu de convocation, alors qu'il a reçu. Maintenant, on le voit en fuite. Ça veut dire qu'il ne veut pas faire face à la justice. Et j'estime vivement que la veuve de Floribert, de Bazana, vous vous rappelez, on n'a pas retenu son corps jusqu'aujourd'hui. Donc il faut que toute la lumière soit faite sur ce dossier pour qu'on sache ce qui s'est passé et comment. C'est vrai que les déclarations de cet officier qui était chargé de la sécurité du général Numbi sont totales parce que lui, il a dit qu'il a vu les caméras cachées, les images de la caméra et qu'après, on l'a déporté
à Lubumbashi, d'où il a fui parce qu'il savait sa vie en danger. Les deux autres aussi, on va en parler, se sont sentis leur vie en danger. Donc, ils se sont dit, il faut que nous parlions. Il y a le réalisateur Thierry Michel Belge qui a fait un documentaire formidable là-dessus, où il y a eu beaucoup de témoignages. On a vu des femmes chanter pour dire le sang va créer vengeance. Et c'est le sang qui est en train de créer vengeance. Alors, juste Mpati, du point de vue, on va dire, technique, de quoi relève cette affaire? Je crois que pour aller aborder dans le même sens que mon co-débatteur, c'est une affaire qui pose la problématique du respect des droits humains, des droits fondamentaux. Et vous vous rendez compte, ceux qui ont été assassinés, il s'agit de l'assassinat, c'est-à-dire un meurtre organisé, et avec guet-apens, piège, avec tout un dispositif. Tout à fait. Et c'est ça, lorsque vous prenez les instruments juridiques en matière, les instruments juridiques qui encadrent l'assassinat, c'est cela, ce n'est pas un simple meurtre. Alors si c'est un assassinat, cela revient à dire qu'il y a plusieurs impliqués. Et il a évoqué tout à l'heure un certain nombre d'impliqués. Ce n'est pas l'assassinat de n'importe qui. C'est l'assassinat des défenseurs des droits humains. Et M. Tchebeya, le patron de l'ONG La Voix des Sans-Voix, qui est en partenariat avec d'autres organisations non gouvernementales internationales, vous voyez, si déjà c'était simplement des civils qui étaient assassinés, le problème de droits fondamentaux, le problème de droit à la vie, le problème de la violation de cette interdiction de torture, de pratiques dégradantes, ce problème serait posé si c'était simplement des civils. Mais à plus forte raison, il s'agit des défenseurs des droits humains. Alors, au plan judiciaire, il faut dire que c'est une affaire purement technique qui demande l'intervention de la justice. Et il se fait que l'environnement et le contexte dans lequel cet assassinat a été perpétré, ainsi que ceux qui sont soupçonnés, c'est un contexte, c'est un environnement, c'est des accusés du secteur militaire. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, la juridiction, une juridiction militaire doit pouvoir siéger pour pouvoir traiter l'affaire, parce qu'il y a à la fois des aspects d'ordre disciplinaire, il y a des aspects liés aux droits de l'homme, des aspects liés aux droits tout court. Mais lorsqu'on se concentre un peu sur la qualité de ceux qui ont fait objet d'assassinat, de M. Tchebeya, par exemple, responsable d'une organisation vieille de une organisation depuis 1983, une vieille organisation. Alors, si nous nous basons sur le principe même ou la théorie des droits fondamentaux et des libertés publiques, c'est individuel. Pourquoi droits fondamentaux? Pourquoi liberté? Liberté par rapport à un pouvoir. C'est ça. Liberté par rapport à un pouvoir. Si le pouvoir politique, il met en branle sa puissance dans les normes, suivant un certain équilibre, le problème ne se pose pas. Mais c'est parce que de plus en plus, depuis des siècles, les pouvoirs politiques ont tendance à abuser de leur puissance que la problématique des droits fondamentaux et des libertés fondamentales est soulevée. Alors, moi, dans mes fouilles, dans mes petites recherches, j'ai vu apparaître des noms. D'abord, lorsque vous prenez le général Numbi, il est patron de la police
congolaise dans le temps. Tout à fait. Et en tant que patron de la police, suivant les règles auxquelles nous sommes habitués, c'est qu'il a été nommé par quelqu'un. Et il ne peut pas avoir été nommé sans l'onction du président d'alors. Donc le président Kabila. Joseph Kabila. Voilà. Il se fait que, quand on étudie un peu l'historique de l'affaire, il se fait qu'une affaire de 2010, qui semble avoir été réglée aux environs de 2010, c'est-à-dire en 2011, il a suffi qu'un nouveau président vienne au pouvoir, Félix Tshisekedi, pas Étienne, Félix Tshisekedi. Tout à fait. Pendant que M. Tshisekedi est en train de prendre des dispositions pour pouvoir voir clair dans sa gouvernance, et c'est là les implications politiques ou les suppositions, les hypothèses politiques qui méritent d'être posées. Pendant qu'il prend des mesures pour pouvoir gouverner l'âge et pour pouvoir même assurer sa réélection, pendant que nous autres observateurs, nous avons l'impression qu'il tente de repousser Kabila, l'ancien allié, dans son dernier retranchement, voilà une affaire judiciaire qui avait été traitée, certainement n'avait pas été bien traitée, mais traitée quand même, tout à fait, puisque ça a été traité. Cette affaire fait résurgence. Cette affaire revient à nouveau. Et la question se pose de savoir, mais pourquoi? Au plan technique ou au plan social, nous avons appris que les ayants droit, notamment la veuve, ainsi que les militants de l'ONG, la voix des sans-voix, ont estimé que la justice n'a pas été dite comme cela se doit. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle... Et en plus de cela, il y a eu des faits, comme il a rappelé tout à l'heure, il y a eu des déballages qui ont été faits. Tout à fait. Sur le plan technique, l'affaire n'a qu'à suivre son cours, comme certains articles ont été titrés sur le net. L'affaire n'a qu'à suivre son cours. Et la vérité juridique et la vérité judiciaire, c'est une vérité que le juge ou que la cour cherche à appréhender, même si elle est souvent difficile à appréhender. Mais si je ne vois pas un complot politique en dessous, je ne vois pas véritablement un complot politique en dessous, je me pose néanmoins la question de savoir est-ce qu'une affaire techniquement juridique et judiciaire ne risque pas ou n'est pas en train de faire l'objet de récupération ou ne pourrait pas faire l'objet de récupération au plan politique pour davantage repousser Kabila dans son dernier retranchement, parce que j'ai cru lire son nom dans mes recherches. C'est vrai que son nom n'est pas beaucoup cité, mais le nom a été cité. Et puis l'environnement institutionnel et juridique dans lequel le général Numbi est intervenu est un environnement dont il avait la maîtrise en tant que président de la République. Tout à fait. Alors, Emel Guéret, visiblement, le nom de Joseph Kabila est apparu parce que c'est lui qui a nommé donc, le général John Numbi, qui est accusé à tort ou à raison, vous me le direz peut-être, d'être, on va dire, l'un des bras armés de la répression sous le président, l'ancien président Joseph Kabila, sous sanction, notamment, si je ne m'abuse, accusé de tout ou de rien, d'avoir retiré des vies. On sait qu'on l'a accusé de beaucoup de faits. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, c'est normal que le nom Joseph Kabila puisse intervenir dans cette affaire-là? C'est normal. Il était le président de la République, comme vous l'avez si bien dit, qui a nommé John Numbi. Et John Numbi est qui? C'est quelqu'un qui connaissait déjà Joseph Désiré Kabila. Déjà lors de la Laurent Désiré Kabila, pardon, le père de Joseph Kabila. Et il avait même milité avec un front militaire en temps avant de rallier Laurent Désiré Kabila. Avec Ngaldi Yoronga, bien sûr, voilà. Et donc, quand il est arrivé, vous savez, c'est un civil, c'est Laurent de Kabila qui a fait de lui militaire. Et les militaires de formation ne l'ont jamais accepté. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup appris en Angola et dans d'autres pays de la sous-région. C'est un autodidacte, donc il a vite appris d'ailleurs pour s'imposer. C'est un opportuniste et qui s'est imposé il était d'ailleurs en formation quand il a appris que Laurent Désiré Kabila avait été assassiné. Et quand il est rentré, il a été récupéré rapidement par son fils qui a succédé à Laurent Désiré Kabila. Et donc il s'est illustré par sa brutalité,
par son sens de violence inouïe. Et il est le bras armé de Kabila, de Joseph Kabila, celui-là qui a accompli des missions difficiles. Vous vous souvenez que c'est lui qui a dirigé la répression contre la rébellion du Kivu récemment, avec la force coalisée mise en place par le Rwanda et le président Kabila. Donc il a fait preuve d'une violence rare. Il est même admiré par les Rwandais, par l'armée rwandaise. Ils n'ont jamais vu ça. Et quand l'affaire Tchébeya et Bazana a explosé, il y a eu des manifestations dans tout le pays. Tout à fait. C'est lui qui a réprimé. Il était l'inspecteur général de la police. Il a réprimé totalement. Et quand vous voyez dans l'est du Congo, la répression a fait de telle sorte que ça a laissé un champ libre aux groupes armés qui ont repris de surface pour massacrer. On parle des droits humains. Beaucoup de civils sont massacrés, sont tués, tous les jours, sont exilés dans ce pays. D'abord, il faut retenir que depuis 50 ans, ce pays est enclin à un cauchemar inouï, de violence inouïe. Et donc, ce monsieur John Numbi est très violent. Et il y a le policier Kakeye et Ilunga. C'est pas Paul seul qui a fait des déclarations. Les deux autres ont dit, chacun étant les conducteurs des deux véhicules, parce qu'ils étaient séparés les deux. C'est un crime crapuleux qui a été habillé d'un crime passionnel. Vous savez, le cas des donc. Il paraît qu'ils ont été, selon les aveux de ces policiers, qu'ils auraient été étranglés. Tout à fait. Étranglés à l'intérieur de la voiture, voilà, de police congolais. Et donc, l'un des colonels proches de Gérard Numbi a dit que c'est sur ordre de Joseph Laurent Désiré Kabila. C'est ce qu'il a dit. Le petit a bien enregistré. Il dit qu'il a les preuves. Il est au Sénégal actuellement. Je crois qu'on va le faire venir. Et cette situation fait interroger sur la justice. La justice est au banc des accusés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comment John Numbi peut-il fuir sans que les services de renseignement n'aient été au courant? Dès l'entame de la citation de son nom, la société civile a déjà commencé par dire « mettez-le aux arrêts ». Mettez-le aux arrêts. Cela n'a pas été fait. Cela n'aurait-il pas été, Justin Mpati, aller trop vite en besogne puisqu'il n'y a pas eu procès? Est-ce que la personnalité de John Numbi ne présentait pas assez de garanties pour qu'on n'aille pas l'appréhender alors même que la procédure n'est pas formellement engagée? Non, je ne crois pas. Je suis parfaitement d'accord avec mon vis-à-vis. Vous voyez, c'est vrai, quand on tient compte de la personnalité du général Numbi, pendant que les organisations de la société civile et pendant que les uns et les autres criaient qu'il fallait le mettre aux arrêts, on aurait pu dire, bon, il constitue quand même, sa personnalité constitue une sorte de garantie pour qu'on puisse le rechercher à tout moment. Tout à fait. Mais le contexte dans lequel ces crimes-là sont intervenus, en plus de cela, la personnalité du général Numbi qui a été décrite tout à l'heure et un certain nombre d'éléments demandaient justement qu'il fût arrêté très tôt. Moi, je vous dis, on aura droit à des révélations. On aura droit à des révélations. Encore plus frappantes. Oui, j'ai l'impression, d'abord, le général Numbi en fuite, est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce que les gens ont intérêt à ce qu'on le retrouve? Est-ce que les noms qui sont cités ont intérêt à ce qu'on le retrouve? Parce que j'ai comme l'impression, à la lueur où vont les choses, j'ai comme l'impression que pendant que comment il s'appelle, Ilunga, Kayeye et Ngoyi et tous ceux-là, pendant qu'on a eu leur version des faits, et que le général Numbi est revenu plusieurs fois et que le nom du président Kabila a été évoqué, il me semble qu'on est plus loin de le retrouver lui non plus. Mais lui, le président Kabila, s'il a supposé qu'il ait eu véritablement donné l'ordre pour que ces défenseurs de droits humains fussent assassinés. Et c'est bien possible, parce que je vous ai dit, j'ai établi tout à l'heure un rapport entre liberté fondamentale et pouvoir. Généralement, les défenseurs des droits humains gênent les dirigeants. Parce que, vous voyez le nom de l'ONG, la voix des sans-voix. Ça veut dire que c'est comme une ONG qui porte sa poitrine, qui positionne sa poitrine au pouvoir politique. Alors, pour que les balles
ou les attaques que le peuple ou les citoyens devaient recevoir pour que ce soit plutôt cette ONG-là qui les reçoive. Donc, moi, je me dis, en ce moment-là, ils étaient certainement gênants pour le pouvoir en place. C'est une supposition parce que le nom-là a été évoqué. Alors, si je reste dans l'hypothèse que le président Kabila, puisque le nom a été évoqué, serait mêlé, est-ce qu'il a intérêt à ce que cette affaire soit démêlée? Et est-ce qu'il a intérêt à ce que le général Numbi soit retrouvé? Le monsieur, il était sur le territoire congolais quand l'affaire a fait résurgence. Et malgré l'alerte pour qu'on puisse le mettre aux arrêts, il a réussi quand même à échapper. Est-ce que pendant que l'intéressé était sur le territoire congolais, il n'a pas été retrouvé? Est-ce que c'est au moment où il est hors du territoire qu'il sera retrouvé? Et puis, les autres, quand je dis les autres, je mets beaucoup de noms dedans. Je mets de petits noms comme de grands noms. Est-ce que les autres ont intérêt à ce qu'il soit retrouvé? S'il n'est pas retrouvé, c'est que cette affaire-là finira également, elle finira par être rangée d'un côté où elle finira par tomber en désuétude. Puisque le président Kabila, au plan politique, il n'a pas intérêt à être rangé au placard. Et cette affaire-là, si l'affaire est traitée entièrement, et que la responsabilité du président Kabila est établie et que le président Kabila est poursuivi, alors là, vous voyez ces chances de revenir, ces chances complètement étiolées. Mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Alors, Emel Guéret, c'est donc une affaire technique, judiciaire, mais qui a aussi sur un terrain politique. Comment est-ce qu'on peut établir la responsabilité d'un ancien président dans l'assassinat de militants de droits humains? Est-ce que selon vous, techniquement, c'est possible d'établir cette responsabilité-là? Puisque visiblement, on sait que les chefs d'État, ils ont peut-être l'habitude de chuchoter, mais vous ne verrez jamais un ordre signé d'aller tuer qui que ce soit. Mais il n'y a que le général John Numbi qui puisse nous dire où il a reçu l'ordre et pourquoi il a assassiné. Il a commandité si toutefois il était appréhendé. Pas que appréhendé, si toutefois la justice congolaise reconnaissait sa responsabilité, puisque pour l'heure, le droit n'a pas encore été dit. Mais qu'il vienne répondre, il est en fuite. Qu'il vienne répondre, s'il se reproche, qu'il vienne répondre devant la justice de son pays. Et il y a deux faits majeurs qu'il faut retenir. Et le double assassinat a été commis en 2010. Et tout de suite, le président l'a démis de ses fonctions d'inspecteur général pour se mettre à la disposition de la justice. Mais subitement après, il a été réintégré. Il a été dans le cercle restreint de Joseph Kabila. En 2017, il a été nommé, il a été décoré de l'ordre des combattants de Kabila et Lumumba, un truc comme ça là, en 2017, par le président de la République. Alors que les accusations, il y a près de 117 ONG de défenseurs des droits humains qui le citent, parce que Chebeya a dit avoir reçu une invitation de John Numbi qui devait le rencontrer. Et il a même informé l'ONU qui avait une heure sur son déplacement. Et c'est là où je n'ai pas compris pourquoi tout de suite l'ONU n'a pas senti quelque chose se passer. On lui reprochait quoi pour qu'il aille là-bas? On aurait pu le suivre. Et quand il est allé dans ses bureaux, John n'y était pas. Et puis après, on a dit qu'il fallait l'amener au domicile de John Numbi. Et c'est là où tout a commencé, c'est là où ils ont été assassinés, et puis plus rien. Le lendemain, ou 2 jours après, on a retrouvé son corps et en simulant un crime, un crime sexuel. Alors, quand je prends ces deux faits, où le président le réintègre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais là, il doit pouvoir nous dire, en tant que chef de l'État, comment n'avoir pas pu savoir que ce monsieur avait commandité ce double assassinat. Donc moi, j'estime qu'il doit, même s'il n'est pas complice, il doit être écouté comme témoin, comme John Numbi, qui a été écouté en tant que témoin lors des 2 procédures judiciaires qui ont abouti à 8 condamnations là. Donc, et je dis je parle du réalisateur belge Thierry et Michel, dans son documentaire, il a sous-titré « Un crime d'État ». C'est un crime d'État.
Puisque M. Oupati a rappelé tout à l'heure la posture, la personnalité des deux tués, et Chebeya et Bazana. C'est des défenseurs des droits humains. Donc, c'est pas n'importe qui, à voix des sans voix. Donc, ils faisaient un travail immense dans ce pays. Et il était mal vu, il était dans le... Vous savez, dans nos pays, bon, pas seulement africains, dans tous les pays où les droits humains ne sont pas respectés, ce sont des assassinats, les trollages, les poursuites judiciaires fomentées, et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui sont faites contre ceux qui défendent les droits humains. Donc, je dis, pour ma part, il faut considérer un témoignage est une preuve judiciaire. Absolument. Un témoignage est preuve judiciaire est l'un des témoins aujourd'hui qui est prêt à répondre, à citer nommément Laurent et Joseph Kabila, être compris. Donc, qu'ils viennent s'expliquer pourquoi sont incités. Non, je n'en sais rien. Et pourquoi, malgré ces soupçons qui pèsent sur John Ndundi, il a osé le décorer. Bon, pour sa capacité de violence inouïe dont il fait preuve à l'endroit des populations civiles non armées, pacifiques. Et vous savez, cette histoire a fait plus de 100 morts de Chebeya, avec les manifestations qu'il y a eu depuis plus de 20 ans. Ça fait beaucoup de morts. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le rappelle, il y a près de 117 ONG qui sont levés aujourd'hui. Mais avec la fuite du général, ils sont désillusionnés. Ils sont plus optimistes. Et selon mes informations, ils seraient actuellement au Zimbabwe. Je ne sais pas si le Zimbabwe voudra l'extrader au Congo. Si le Zimbabwe doit respecter les conventions internationales qui ont été citées en matière de droits humains, lorsque quelqu'un en 1998, vous savez qu'il y a eu la déclaration des droits humains et de la société civile qui a été adoptée sans vote par l'ONU. Donc 20 ans après, je crois que si le Zimbabwe peut respecter cette convention, je crois qu'il fera tout, les autorités zimbabwéennes feront tout pour l'arrêter et le ramener au Congo. Alors, l'avocat de John Numbi affirme pour sa part que son client n'a jamais été convoqué officiellement par une instance judiciaire. Il estime que l'enquête a été ouverte, c'est vrai, mais qu'il n'y a pas eu. Et il demande de lui en apporter la preuve. Tout à fait. Et c'est ce qu'il dit. D'abord, l'avocat de John Numbi, en tant qu'avocat, il ne peut que défendre John Numbi. Et dans la technique des avocats, lorsque la corde semble tenir le client au cou, et il y a des stratégies, des techniques sur lesquelles on joue pour pouvoir la desserrer, pour ralentir la procédure et autres. Et peut-être que, et vous savez, c'est une juridiction militaire. Mais en tant que juridiction militaire, est-ce que la juridiction a adressé la convocation en bonne et due forme, ou bien c'est plutôt une invitation? Parce que il faut faire une différence entre une invitation et une convocation. Et peut-être que, d'abord, ce que l'avocat dit, c'est ce qu'il dit. L'avocat sait ce qu'il dit. Maintenant, si c'est plutôt une invitation qu'on lui a adressée, parce qu'on a considéré son rang au plan militaire et au plan administratif, et on a estimé qu'il fallait lui adresser une invitation. Quand on vous invite, vous venez ou vous ne venez pas. Mais au-delà de cela, je crois que cette affaire-là, elle nous ramène, si on doit faire une analyse objective ou des analyses objectives, cette affaire nous ramène finalement autour du président Joseph Kabila, en fait. Parce que... C'est le président Joseph Kabila qui est visé? Attendez. C'est une affaire judiciaire. Et c'est des crimes, des assassinats qui ont été perpétrés pendant la gouvernance d'un président. Tout à fait. Et quelqu'un affirme, l'un des témoins affirme que c'est le président Kabila qui a donné l'ordre d'assassiner. Maintenant, il se fait que ceux qu'on a assassinés font partie justement des personnes gênantes ou des personnes qui exercent des fonctions, des responsabilités qui gênent les pouvoirs publics généralement. Donc finalement, là,
nous avons la justice congolaise, nous avons le président Kabila. Le président Kabila et tous les autres là, et en restant dans l'hypothèse du fait qu'il a été déclaré avoir commandité, il n'a pas intérêt à ce que le général Numbi soit retrouvé. Donc, et lui, et le général Numbi, et fondamentalement, ils vont certainement travailler à faire disparaître des pistes de manifestation de vérité. Ils ont intérêt à travailler pour faire disparaître des pistes de manifestation de vérité. Et de l'autre côté, les ayants droit, la veuve de Tchébeya, hein, les défenseurs des droits humains et autres là, ils ont intérêt, ils vont se battre à ce que la vérité se manifeste. Mais dans ce rapport de force là, il y a un troisième élément qui est déterminant, c'est le contexte politique dans lequel se gère cette affaire. Et ce contexte politique-là, c'est un contexte politique que maîtrise Félix Tshisekedi, lequel Félix Tshisekedi va percevoir cette affaire-là comme de l'eau à son moulin. En percevant l'affaire comme de l'eau à son moulin, il est le patron du parquet, il est le patron du responsable du parquet congolais. Tout à fait. Alors, je crois que quelque chose sera fait, quelque chose sera actionné de manière à ce que le parquet puisse glisser ses enquêtes, ses accusations vers Joseph Kabila. Et au-delà de cela, même si l'affaire n'est pas entièrement réglée au Congo, l'affaire peut être poursuivie, l'affaire peut se poursuivre devant la Cour pénale internationale. C'est une affaire très sérieuse parce que c'est une affaire de violation grave des droits humains avec des morts connaissent. C'est-à-dire, il y a eu des répressions, il y a eu des décès connaissent par rapport à la manifestation et à différentes manifestations des citoyens. Alors, la question se pose de savoir qu'adviendra-t-il finalement? Je crois que les éléments vont se battre à ce que ils vont faire en sorte que le général Numbi ne soit pas retrouvé malgré, comment vous appelez, les règles, les conventions internationales, les règles du droit international, accords d'extradition, s'il y avait d'accord d'extradition entre le Zimbabwe et le Congo et que toutes les dispositions étaient prises. Et tel que je vois cette affaire-là, si le président Kabila est vraiment mêlé, il a eu le temps de tisser des relations dans le monde entier, hein, et en Afrique centrale, ce monsieur-là ne va pas laisser les choses se faire. Mais ça va finir par devenir un combat où nous aurons en sous-marin le président Kabila, si c'est vrai qu'il est commanditaire, et le président Tshisekedi. Et ouvertement maintenant, on verra le président Tshisekedi en train d'agir dans l'affaire par le biais du parquet. Et on verra maintenant les défenseurs des droits humains en train d'agir dans cette affaire. C'est une affaire, si on ne sait pas faire, c'est une affaire qui va créer des problèmes très sérieux. Et c'est, en définitive, c'est une affaire qui n'arrange pas le président Kabila. Le simple fait que son nom soit cité dans cette affaire ne l'arrange pas par rapport à ses projets politiques futurs. Et en définitive, je commence par dire bravo au président Tshisekedi. Si ses proches qui auraient supputé auprès de la veuve, auprès des défenseurs des droits humains, la nécessité de reposer la problématique de l'insatisfaction, bravo. Mais si c'est plutôt venu spontanément, je crois que c'est de l'eau dans le moulin du président Félix Tshisekedi. Alors, Emel Guérin, cette affaire-là peut-elle fragiliser le pouvoir politique congolais aujourd'hui? Lequel? Tshisekedi? Le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Je pose la question à Emel Guérin, en ce sens qu'on parle de quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions au niveau de l'appareil sécuritaire RD congolais. On parle d'un ancien chef de l'État qui a régenté le pays pendant 18 ans. On les cite dans une affaire. Il y a peut-être d'autres affaires qui vont venir. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le risque de fragiliser quelque peu le pouvoir?
Je ne crois pas, vu les circonstances actuelles du pays. Vous savez, quoi qu'on veuille, qu'on dise, le pouvoir politique a toujours un côté tendancieux. C'est-à-dire que c'est une occasion pour ma part, et Tshisekedi, peut-être de récupérer l'affaire pour frapper fort Kabila. C'est possible et il aura raison. Et c'est une belle occasion d'ailleurs qui s'offre à lui. Pourquoi? Parce que avant que le général John Ndi ne soit interpellé, et il y a d'abord eu un des patrons de renseignement de Kabila, Joseph Mulunga, qui a été arrêté à Lubumbashi et ramené à Kinshasa. C'est lui le premier d'abord qui a commencé par citer le nom de John Ndi, qui l'aurait aidé qui l'aurait exfiltré. Tout à fait. Et donc il a été arrêté. C'est ça. La plupart des hommes qui ont parlé ont expliqué clairement qu'ils ont été pris, enlevés de Kinshasa et déposés à Lubumbashi. C'est pour brouiller les pistes. Et certains ont même estimé qu'ils étaient comme des prisonniers traités à Lubumbashi. Voilà. Et qu'à un moment, ont carrément pris la fuite. On leur a dit, si jamais vous arrivez là-bas, soit vous êtes mort, soit il n'y a pas de truc là. Et c'est ce qui a fait que beaucoup ont dû fuir le pays pour aller déjà sécuriser leur vie. Et la plupart sont aujourd'hui prêts à répondre s'il y a une possibilité de justice. C'est ça. Et donc, je suis convaincu que dans les jours à venir, il y aura un mandat d'arrêt international contre John Nubi. Bon, c'est vrai que le contexte aujourd'hui du respect des droits humains en Afrique ne s'y prête pas. Est-ce que le pays dans lequel il se retrouverait en ce moment, je ne sais pas s'il va rester au Zimbabwe ou aller ailleurs, va permettre de l'extrader. Mais ce qui est sûr, Kabila est inquiété. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il serait en train de dormir. Parce que personne ne s'attendait à ce rebondissement, à là où nous en sommes arrivés ici. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est un protégé de Kabila, le bras armé. Donc il connaît beaucoup de secrets. Et comme le doyen Oupati le disait tout à l'heure, certains qui sont encore dans les couloirs de l'appareil administratif n'ont pas intérêt au sécuritaire surtout, n'ont pas tellement intérêt à ce qu'ils soient retrouvés parce que beaucoup de choses seraient dites. Et cette affaire révèle la qualité des hommes et de nos institutions. C'est la même justice, le même tribunal militaire qui est en train de juger du dossier. Et pourquoi il y a ce changement-là? Pourquoi en son temps, depuis 10 ans, ce monsieur n'a jamais été inquiété? Il a même été, je l'ai dit tout à l'heure, décoré grand chevalier de l'ordre des héros. Donc c'est un héros congolais, ce monsieur, selon Kabila. Alors qu'il était même sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Tout à fait. Il était sous sanction depuis 2016. Pour sa responsabilité, notamment dans la répression de manifestations. Voilà. Et même accusé de vouloir maintenir Kabila au pouvoir, de vouloir empêcher des élections transparentes. Vous savez ce qui s'est passé dans le contexte politique, pour en parler un peu. Tshisekedi ne s'attendait pas à être président. Non, pas du tout. Kabila était sûr que son pouvoir allait passer, mais les choses ont tourné autrement. Et donc, pour accéder au pouvoir, il n'avait pas le choix. Son père a combattu tout le temps, même le père de Kabila, Kabila père, Laurent a été combattu dès le début par Félix Tshisekedi. Pas Étienne Tshisekedi, pardon. Donc, Félix, qui est resté très fidèle à son papa, c'est qu'il avait affaire à un autocrate au pouvoir qui a beaucoup de crimes de sang sur les mains. Et donc, c'est où il est en train de prendre simplement sa revanche. Et aujourd'hui, son atout, c'est quoi? C'est la population, c'est le peuple. Il a intérêt à se rendre populaire. Je vous ai dit tout à l'heure que cette affaire de Chebeya a conduit le pays dans une crise grave, sans précédent, depuis des années. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, la population est rangée du côté de cette ONG, la voix des sans-voix. Et donc, le président Kabila a intérêt à se rendre de ce côté pour se faire une popularité. Tshisekedi, pour se faire une popularité dans les jours territoriaux à venir. Et ce serait d'ailleurs justice faite. C'est sur la justice faite. Tout le monde sait que John Nubi ne peut jamais faire ça sans recevoir un ordre plus haut. C'est pas possible. Quel est l'intérêt personnel que lui là à commettre ce double assassinat sans que l'ordre ne soit venu d'en haut? Et tout le monde sait aussi que ce monsieur-là dérangeait beaucoup le pouvoir de Kabila. Encore que on a vu deux personnes qui sont
Joseph Mounouga n'est pas n'importe qui. C'est quand même l'ex-chef du renseignement de Kabila, qui fait des accusations graves, des aveux accablants contre Kabila. Donc je crois que c'est ça qui a abouti à l'arrestation enfin, à l'interpellation de John Nudi. Et donc, moi, j'estime qu'il a beaucoup de choses à se reprocher, sinon il ne serait pas en fuite actuellement. Et maintenant, vous comprenez que nous sommes en Afrique, et c'est un chou gras offert à Kabila, à Tshisekedi, pour régler les comptes dans un contexte aujourd'hui où Kabila est en train de courir partout pour reprendre. Et ça revend contre lui, donc il a intérêt à le pousser jusqu'à son dernier retranchement et voir le finir définitivement. Enfin, politiquement, je veux dire... Oui, je vois. Alors, on sait que le général John Numbi et 80 autres officiers militaires sans affectation sont à Lubumbashi. Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant d'officiers qui choisissent d'aller... rester où ils veulent? On a demandé à ce qu'ils puissent revenir à Kinshasa. Ils ont été appelés à rejoindre la capitale. On a l'impression que Lubumbashi, Kabila qui quitte Kinshasa et qui va à Lubumbashi, le général John Numbi à Lubumbashi, on parle de 80 officiers qui sont aussi à Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Non, je ne suis pas à Lubumbashi. Je ne sais pas. On a l'impression que c'est... Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose. On a l'impression que... Moi-même, bon, dans la littérature, quand je suis arrivé à ce niveau-là, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas justement... Ce n'est pas la preuve qu'il y a... Et qu'il y a un complot. Est-ce que ce n'est pas la preuve que quelqu'un est au cœur de tout un ensemble de choses et parce que le nom de Kabila a été cité plusieurs fois. Vous voyez, cette affaire-là, elle révèle le visage réel des États africains ou de certains États africains. Mon vis-à-vis est allé là-dessus tout à l'heure. Il est revenu rapidement. Moi, je voudrais aller plus loin. Vous voyez, cette affaire révèle les dessous de nos hommes politiques. Et ça veut dire que lorsque des dirigeants ou des hommes politiques accèdent au pouvoir présidentiel en Afrique, ça veut dire qu'ils font couler beaucoup de sang. Ça veut dire qu'ils font disparaître des opposants. Ça veut dire qu'ils font assassiner, par étranglement, par empoisonnement ou par tout autre moyen. Ils font empoisonner ceux qui... L'acharnement judiciaire. Oui, ceux qui gênent. Ils utilisent l'emprisonnement ou la justice comme moyen de pression sur des opposants. Ils les mettent en prison et par la suite, peut-être qu'à travers des repas qu'on leur offre, des choses se passent. Parce que c'est dommage. Et puis, cette affaire nous montre que nos hommes de justice, les magistrats, ils ont encore du travail à faire. Parce que je sais qu'en Afrique, ils se battent pour leur indépendance et leur impartialité. Mais les hommes politiques, sachant très bien la place qu'occupe la justice dans un état de droit, cherchent à les instrumentaliser. Cette affaire révèle une justice influencée. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et comment, dans un environnement de sciences, même si c'est de sciences sociales et de techniques juridiques, et dans le même pays, une affaire sera traitée par la justice, et cette affaire-là, on constate que l'affaire a été maltraitée, et sous un autre président, cela est en train de prendre une autre envergure. C'est à croire que l'état de droit, la démocratie et la justice se déterminent beaucoup plus par rapport au régime politique en place. Mais ça ne devait pas être le cas. L'état de droit et la démocratie ont comme base ou comme fondement la Constitution. La Constitution ne change pas. Il a suffi que le président de la République change pour que certaines affaires reviennent et qu'on se rende compte que ces affaires-là avaient été maltraitées. Et puis, que les hommes politiques qui dirigent ou qui aspirent à diriger l'Afrique, qui se battent dans leur tête et dans leur cœur et dans leurs bras
pour qu'aucun bain de sang, pour citer le monseigneur Isidore de Souza, pour qu'aucun bain de sang ne les éclabousse ou qu'aucun bain de sang ne coule à partir de leurs mains. Il faut qu'il se passe parce que le sang se venge. Voyez, on ne tue pas tout le monde impunément. Il y a certains, lorsque vous les assassinez, eh bien, leur sang réclame vengeance, même si la justice elle est totalement terrassée, leur sang réclame vengeance. Et le temps finit toujours par révéler ce qui est caché. Par conséquent, je crois que les dirigeants politiques africains, ils ont vraiment intérêt à gouverner tranquillement et à ne pas avoir à commanditer des assassinats passés par là. Parfois, hein, il arrive que des assassinats soient faits pour contenter le président en place. Oui. Donc ce n'est pas tout le temps que le président commandite des assassinats. Il faut le dire. Je préfère m'en arrêter là pour ne pas être désagréable. Mais c'est gênant qu'on soit président et qu'on soit venu pour pouvoir assurer le pain et la paix pour les citoyens et qu'on constate plutôt qu'on leur garantit la mort. Hein, et la misère, c'est dommage. Alors, Emile Guéret, aujourd'hui, avec cette affaire-là, on voit qu'il y a, on va dire, de plus en plus de nouvelles affaires, des affaires déjà jugées qui sont ouvertes. On sait par exemple qu'il y a le colonel Edi Kapend qui a aussi recouvré la liberté alors qu'il était donc en prison à perpétuité pour notamment l'assassinat de Kabila Père. Cette affaire-là a été rouverte, il a été libéré, il est rentré chez lui en famille, comme les co-accusés, ceux qui étaient encore détenus. On voit avec cette affaire aujourd'hui où visiblement les familles et les défenseurs des droits de l'homme estiment que la justice peut être dite. Qu'est-ce qui explique, on va dire, cette résurgence d'affaires et le fait qu'il y ait autant de choses à dire au niveau judiciaire en RD Congo? Oui, tout se centre aujourd'hui autour du président Félix Tshisekedi. Son arrivée au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, a suscité beaucoup d'espoir. Et dès l'entame de sa prise de pouvoir, il a marqué le ton déjà en écartant le patron du renseignement, l'un des hommes les plus puissants sous le régime Kabila, Kalev Moutongue. Voilà, Kalev Moutongue. Et il n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, lui aussi, il a été convoqué. Et j'espère qu'il va répondre aussi. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure, je dis entre guillemets, la fuite de la capitale de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est très grand, c'est difficile de procéder à une arrestation, c'est pas facile. Et c'est la dernière fois que Joseph a été arrêté, Mulunga a été arrêté, ça n'a pas été facile. Les services de renseignement, la police n'ont même pas informé le gouverneur. C'est après l'avoir arrêté sur la route de Kinshasa qu'il a été informé au téléphone que Joseph Mulunga a été arrêté. Donc ils se disent prêts pour continuer la fuite. Si un temps les noms étaient cités, si un temps ils devaient être inquiétés. Parce que ce double assassinat ne pouvait pas être commis sans que beaucoup de personnes ne soient informées, ne soient au courant au niveau de l'appareil sécuritaire de sous Joseph Kabila. Et donc, Tshisekedi a déjà commencé par montrer la marche à suivre en estimant qu'il faut aujourd'hui une justice équitable pour tous et pas une justice à géométrie variable ou une justice selon la couleur politique du moment. Et donc, cette affaire de Edi Kapend n'avait pas été finie, en fait, parce qu'il estime que ceux qui ont vraiment commandité l'assassinat de Joseph Kabila ont voulu lui faire porter le chapeau. Selon certaines déclarations, certains aveux, le nom de Joseph Kabila revient encore, qui serait complice de l'assassinat de son père. Est-ce vrai ou faux? Donc, j'estime qu'un dossier n'est pas vidé et que toute la vérité n'est pas dite, en l'occurrence le dossier de Chebeya et de Bazana, ce sont les aveux, les nouveaux aveux qui ont surgi, qui ont amené à la réouverture du dossier. Et donc cette affaire, puisque le gars estime qu'il est détenu innocemment, qu'il n'est pas
complice de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en son temps, Idi Capin, donc. Et il peut toutefois demander que le dossier soit rouvert pour que la vérité soit dite et surtout que le nom de Joseph Kabila est encore cité dans cette affaire et qu'il n'est plus au pouvoir. S'il n'est plus au pouvoir, comme nous sommes en train de le remarquer aujourd'hui, la justice parfois s'exprime selon ceux qui les gouvernent. C'est la faille de nos institutions, ça. C'est ça le véritable problème. C'est ceux qui les gouvernent souvent qui ont tendance à les influencer dans ce sens. Et je me dis aujourd'hui à réfléchir un peu que est-ce que dans le futur, on ne va pas arriver à un système où les juges ou le procureur général seraient élus. On verra les procédures dans lesquelles, au lieu d'être nommé, comme aux États-Unis par exemple, au lieu d'être nommé, parce que je ne peux pas comprendre comment une même structure judiciaire juge de cette manière une telle affaire, alors que des noms sont cités, complices. Et Josiane Numbi a été écouté simplement comme témoin. Aujourd'hui, il est clair qu'il est impliqué là-dedans. Sinon, il ne serait pas du tout en fuite, parce qu'il avait répondu dans les 2 procédures judiciaires qui ont suivi. Sous Kabila. Sous Kabila. Sous son mentor, sous son protecteur, en sécurité. Maintenant, aujourd'hui, il ne se sent plus en sécurité. Surtout que le président Kabila l'avait élevé au grade des héros nationaux. Et donc, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent dans ce dossier. Alors, Justin Mpati, j'aimerais vous demander comment un général 4 étoiles arrive à quitter la RD Congo sans que les services de renseignement n'aient pu être au courant, sans qu'ils soient appréhendés. Y a-t-il des complicités au plus haut sommet de l'État aujourd'hui qui ont donc pu concourir à cette fuite-là? Oui, c'est l'impression que moi j'ai. C'est la supposition que je fais. Je me dis que quelqu'un comme le général Numbi ne peut quand même pas sortir de la République démocratique du Congo sans qu'on ne constate les traces et rester tranquille. Tout a été mis en place pour qu'il puisse échapper belle, c'est clair. Amen. Et votre intervention de tout à l'heure montre que ça donne l'impression que sous Kabila, alors la justice n'était pas libre. Pas du tout. Parce qu'il faut aller là. Ça veut dire que ça laisse croire, ça laisse supposer que sous le président Kabila, la justice n'était pas libre. Et ça pose alors le problème de l'indépendance de la justice. Vous voyez, tel que nous parlons, c'est vrai, hein, dans la catégorie des magistrats, et il y en a qui ont leurs petites difficultés ou leurs petits problèmes. Ça, là, ça va être posé et traité au plan déontologique dans leur corporation. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître que les dirigeants ont tendance véritablement à influencer la justice. Et le problème, quand vous avez parlé d'élection des procureurs ou de l'élection des juges, des magistrats, est-ce que c'est ça ce qui va régler le problème? Et je crois qu'il faut plutôt revoir le statut des magistrats. Vous voyez, le parquet, quand vous prenez le parquet en lui-même, le parquet là, en fait, c'est la main de l'exécutif dans la justice. C'est la main de l'exécutif dans la justice. Et quand vous prenez le système judiciaire francophone, fondamentalement, vous voyez cette possibilité-là pour l'exécutif d'agir. Lorsque le juge doit gérer une affaire, étudier un dossier, trancher, et que ce juge-là, il a sous la tempe le pistolet, où il reçoit des menaces de mort. Lorsqu'on lui dit que bon, il risque d'être radié de la fonction publique s'il traite l'affaire dans tel ou tel sens. Ou bien lorsque le juge, il reçoit, on lui dit la manière dont il doit, le procès verbal, comment vous appelez ça, on lui dit la décision qu'il doit rendre. Il a quelle indépendance? Alors, nous devons plutôt travailler à renforcer le statut des juges. Nous devons travailler à renforcer les différents instruments de protection des droits humains. Nous devons travailler à sensibiliser davantage le peuple. Parce que on a tout dit, hein, on a tout fait, on a applaudi la démocratie africaine,
On a dit que depuis 90, bon, il y a eu ceci. Bon, c'est vrai qu'il y a maintenant de la dégradation, mais je ne suis pas sûr que la justice ait toujours été à 100% indépendante. Mais pour finir, en quoi est-ce que, pour un gouvernant, si dans un pays normal, un gouvernant, un président de la République, des députés, des ministres, qui gouvernent normalement, qui dirigent normalement conformément aux tests et en respect des droits humains, en quoi serait-il gêné que le juge puisse aboutir à les inculper? Le juge ne peut jamais aboutir à leur inculpation tout simplement parce qu'ils ont gouverné. Mais lorsque vous avez gouverné, vous avez fait... Prenons par exemple le président Kabila. Il a eu à diriger la RDC. Si la gouvernance a été faite suivant les règles de l'art, comment son nom serait-il cité dans des affaires, dans une affaire, dans une autre affaire, des affaires qui ont été traitées et par la suite qui sont revenues? Ça veut dire que nos gouvernants, certains de nos gouvernants nous mentent. Ça veut dire que certains de nos gouvernants ne font pas le travail comme ça se doit. Moi, je voudrais demander, parce qu'il s'agit des droits fondamentaux. Il s'agit des militants de défense des droits fondamentaux. Alors, les ONG, les organisations de protection des droits humains, elles se raréfient. Au fur et à mesure que la démocratie se dégrade en Afrique, ces ONG-là, ces organisations-là se raréfient. Observez le Bénin, observez la Côte d'Ivoire. Parce que ces organisations certainement reçoivent des pressions. Alors, des menaces. Alors, les dirigeants d'Afrique, notamment les dirigeants d'Afrique centrale, le président du Zimbabwe, le président, je ne sais pas. Ce sera votre mot de fin. OK. Les États limitrophes ou les États dans lesquels le général Noubi pourrait se retrouver, il faut que ces dirigeants-là, ils puissent véritablement collaborer avec la justice congolaise pour qu'on le retrouve, afin qu'on donne leçon aux autres, pour qu'on n'ait pas l'impression que quand on se bat pour la défense des droits humains, c'est pour finir par être assassiné. Alors, votre mot de fin, Melgueret? Oui, cela pose le problème de notre système judiciaire, de notre système politique. Et donc, il faut réformer. J'ai suivi récemment une démonstration extraordinaire de M. Jacques Ayadi qui a exprimé le fait que les juges, les magistrats sont nommés. Il ne peut que dépendre de ceux qui... Il a parlé fondamentalement des juges, oui, du juge constitutionnel. C'est ça, de ceux qui sont nommés. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil aussi dans d'autres pays. C'est légèrement différent. Non, c'est la même chose. Bon. Quand vous êtes nommé, vous ne pouvez que dépendre de celui qui vous a nommé. C'est la même chose pour moi. Pour vous, il faut donc aller à des réformes. Absolument, voilà. On vous aura compris. Plusieurs policiers ont avoué que ces crimes-là ont été commis à l'intérieur même de l'inspection générale de la police à Kinshasa, et donc l'un des deux, Bazana, aurait été enterré dans le domicile de notre général, dont le nom aussi a été cité. Il serait en résidence surveillée. On espère que la justice fera son travail dans cette affaire-là pour que triomphe pourquoi pas la démocratie. C'est ce qu'on souhaite tous. Vous êtes Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Justin Ongpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour notre numéro d'angle.
If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.